Donc du coup, on va parler un peu de la République, effectivement, hein, qui est un texte, donc je l'ai évoqué, qui se penche sur la justice, dans lequel se trouve l'allégorie de la caverne, qu'on a déjà évoqué un peu. Donc après avoir un peu expliqué les idées, le fonctionnement un peu de ces idées et comment creuser, effectivement, on va pouvoir rentrer dans le questionnement pur qui est, mais alors, quelle est cette idée de la justice? Comment la justice existe-t-elle? Qu'est-ce qui, quelle est l'essence de la justice d'une certaine façon? Et donc ça, c'est vraiment la problématique qui est posée dans la République et qui va être résolue un peu, ou en tout cas, on va avoir un début de réponse qui va être apporté par Platon, puisque là, on est vraiment sur une pensée qui est celle de Platon, hein. On est beaucoup moins sur le couple Socrate-Platon, on commence à basculer dans du Platon pur, avec cette conception de la justice. Et donc Platon va nous parler de trois centres finalement de décision, hein, qu'il y a dans l'homme. Donc il va distinguer la tête, le thorax et le ventre. Donc qui sont les trois, si je puis dire, les trois centres effectivement qui sont contrôlés chacun par un élément différent, hein. Pour ce qui est de la tête, évidemment, c'est le siège de la raison. Le thorax va être le siège de la colère, des émotions fortes. Et le ventre va être le siège des désirs, hein. Et d'ailleurs, Socrate va en donner une image de lion, hein, d'une sorte d'animal à essayer de canaliser le plus possible. Et donc ces trois parties reflètent trois autres facultés finalement qu'on retrouve chez l'homme, hein, que sont l'intelligence, le, le cœur et le désir, hein. Donc ces trois états finalement que l'homme connaît, hein, et qui le font exister dans sa totalité. Et donc Platon va essayer de définir une république idéale, dans laquelle évidemment les philosophes seraient rois, puisque le philosophe par définition est désintéressé. Donc il est le mieux à même de gouverner, puisqu'il ne veut pas le pouvoir pour lui-même. Il ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, comme le font les sophistes en utilisant la rhétorique. Non, non, le philosophe est complètement désintéressé, bon, même si Platon visiblement n'était pas complètement désintéressé. Mais donc il y a cette idée de gouverner, enfin de laisser le gouvernement aux philosophes. Et donc Platon nous dit, comme il y a trois états finalement chez l'homme, eh bien on va simplement décomposer la société en trois ordres, que seront les artisans, les guerriers et les rois. Et donc les rois s'occuperont de la partie évidemment de la sagesse, de la raison, représenteront la tête finalement pensante de la cité. Les guerriers seront l'image du thorax, hein, les défenseurs qui s'illustrent par leur courage, par leur bravoure. Et enfin, évidemment, nous aurons les artisans, hein, la mauvaise classe, qui s'occupent uniquement de régler la tempérance, donc de canaliser les désirs qu'on puisse avoir, mais en même temps, cette classe est la plus dangereuse, puisque justement, elle représente un peu ce désir, hein, qui essaye de prendre le dessus trop facilement, et donc il faut absolument tempérer, hein. Donc trois classes finalement qui correspondent à ces trois états que sont la tête, le thorax et le ventre, et qui vont se matérialiser sous la forme des rois, donc des guerriers et des artisans. Donc voilà, et Platon nous dit la justice consiste en un équilibre entre les trois ordres, tout simplement. L'idée de justice, sa consécration, si je puis dire, se retrouve dans un équilibre finalement entre ces trois pôles, hein, qui habitent l'homme et qui doivent habiter également la cité, hein. Donc à l'époque, c'était évidemment plus facile de penser la politique de ce point de vue-là, puisque on raisonnait en termes de cité, donc c'était tout à fait applicable. Évidemment, aujourd'hui, c'est carrément impossible. On est dans des États-nations qui sont arrivés à un certain niveau d'intégration et qui font que, évidemment, on ne peut pas penser aussi facilement la politique aujourd'hui et la question de la justice. Mais voilà, donc un peu cette idée qui est développée dans la République et qui va petit à petit nous amener, et là on retrouve un peu la pensée socratique, hein, qui s'intéresse non pas à la politique, aux hommes et à la cité, mais principalement à soi-même, qui nous renvoie vers nous, et finalement on va avoir ce développement qui nous dit que l'équilibre chez l'homme est également autour de ces trois pôles, hein, que sont le ventre, la tête et le thorax, et qu'il faut arriver justement à vivre les trois, à vivre le désir pleinement, à vivre la puissance, le sentiment de puissance, et en même temps à vivre surtout le sentiment de savoir, à bien être capable d'articuler les trois et de
créer une sorte d'équilibre entre ces trois pôles pour ne pas en délaisser un seul. Hein. Et c'est là où Socrate est très novateur, hein, c'est qu'il articule déjà un peu l'idée de la vie juste, finalement, autour de ces trois grandes émotions, hein, finalement, que sont la colère, le courage et le désir. Enfin, même si le désir n'est pas vraiment une émotion. Mais donc voilà, et on va arriver finalement à cette image de Socrate hein, qu'on avait déjà trouvée, qui est l'être juste par excellence, l'être de philosophie, qui accepte de mourir pour ses idéaux, plutôt que de vivre une vie sans philosophie. Et bien là, de la même manière, on va avoir l'homme qui essaye de petit à petit se rapprocher de cet idéal, en tout cas de cet équilibre entre les trois pôles. Et donc, on bascule petit à petit vers le Timée, hein, qui est le dernier texte important qui va être donné par Platon et Socrate, et qui va revenir un peu sur cette question des idées, mais qui va surtout essayer de se pencher sur le système de la nature. Et donc là, on rentre plutôt dans la métaphysique, hein, donc qui va au-delà de la physique, qui sera définie ensuite par Aristote, hein, mais qui s'intéresse sur l'origine du monde finalement, et l'origine de la nature. Qu'est-ce qui fait que le système de la nature est advenu comme ça? Et donc on va avoir une décomposition hein, qui va être faite par Socrate, hein, qui poursuit finalement cette idée, cette notion des idées, en décomposant chaque être entre une partie qui est immuable, donc qui est figée, hein, qui n'évolue pas, qui n'a pas de mouvement, et une partie en devenir. Donc ça c'est important, hein, puisqu'on le retrouvera ensuite chez Aristote, mais donc cette distinction entre l'immuable et la partie en devenir hein, d'un homme. Et donc l'être se compose de ces deux choses-là, et le monde est un être vivant en fait hein, à l'origine, puisqu'on a une matière inerte qui est la Kora, qui s'écrit avec un K, attention, qui est la matière nécessaire finalement qui a existé avant toute chose et qui a été petit à petit modelée pour faire apparaître l'homme d'une certaine façon. Et donc on a ce même schéma finalement de la nature qui se retrouve dans l'homme, hein, avec un corps qu'il ne possède pas à l'origine, c'est pas lui qui décide de son corps, c'est pas lui qui forme son corps, et il doit vivre, enfin l'âme doit vivre dans ce corps. Et donc là-dessus, Socrate prend l'image d'une huître et nous dit l'âme, quand elle descend dans le corps, elle est comme dans une huître, c'est-à-dire que elle intervient dans un corps qu'elle n'a pas forcément souhaité, qu'elle n'a pas conçu elle-même, mais avec lequel elle doit cohabiter, et qui est justement, qui lui permet finalement de devenir, qui traduit finalement un mouvement et qui lui permet de rentrer en mouvement finalement dans ce monde et d'articuler ce mouvement autour de la pensée évidemment, qui lui permet de cheminer petit à petit vers le souverain bien, vers l'idée de justice et vers cet équilibre qu'on évoquait un peu avant. Et donc on va avoir petit à petit cette idée de l'indépendance de l'individu. L'individu est un être particulier, l'homme est un être particulier, puisqu'il dispose de cette capacité à finalement à se juger lui-même. Il est son propre juge, et il est la seule contradiction de ce système qui pense l'être entre immuable et la partie en devenir. Et pourtant, l'homme, dans son corps et dans son âme, est capable justement d'avoir une partie en devenir. Il est perpétuellement en chemin, en mouvement, si je puis dire, et il est capable, par la pensée, justement, de se dépasser lui-même, de dépasser ses propres contradictions, pour arriver vers cette vérité, hein, cette justice en lui-même, qu'il s'impose et qu'il respecte, et qui le fait finalement, qui matérialise, en tout cas qui lui permet de réaliser pleinement son potentiel, sa liberté, et donc de vivre de manière indépendante. Pour la première fois de l'histoire, l'homme va être vraiment conçu comme une entité indépendante, comme un être pensant. Donc bien avant Descartes, hein, finalement, on est déjà un peu dans cette idée-là, qui est celle justement du monde de la pensée, de ce monde vivant, dont l'homme est une des traductions, et qui fait justement du corps et le garde et le tombeau de l'âme, hein,
et qui a été conçu par et pour qui n'a pas été conçu par l'âme, mais qui a été conçu pour accueillir cette âme. On pensait d'ailleurs à l'époque que la forme circulaire de la tête permettait de traduire le mouvement de l'âme qui ne pouvait être que circulaire. Évidemment, le mouvement parfait, c'est celui du cercle, à l'époque. Donc voilà un peu tous ces mystères qui nous sont finalement livrés par Socrate et Platon, et qui nous laissent un peu sur notre faim, puisque les idées, on l'a vu, ne s'arrêtent jamais, elles sont tout le temps en fuite devant nous, et nous ne pouvons malheureusement jamais les attraper, en tout cas. Et la seule vie finalement qui vaille la peine, c'est celle d'une remise en question et du savoir, hein, qui nous pousse à chercher, à toujours essayer de comprendre davantage, à essayer de donner du sens aux choses. Et je pense que c'est vraiment très important cet enseignement socratique. Donner du sens à ce que l'on fait au quotidien, essayer de toujours chercher à améliorer, à chercher à questionner les actes que l'on pose, et se demander finalement leur sens et la représentation de l'idée, euh, et de quelle manière ils représentent finalement une certaine idée, ou en tout cas une certaine notion. Donc voilà un peu ces trois textes, hein, qui nous amènent petit à petit vers finalement la consécration d'une indépendance de l'individu comme étant un être capable de justice, et comme étant un être capable de penser, et qui doit penser, qui doit suivre sa pensée, et sans cesse questionner, remettre en question euh, les idées, ou en tout cas le point d'arrêt qu'on a eu sur certaines idées. Et donc c'est finalement une invitation, hein. C'est ça qui est assez beau dans Socrate et Platon, c'est que ce n'est pas imposer une idée, ou en tout cas imposer une conception du monde. Non, il s'agit vraiment d'une ouverture et d'une invitation à se pencher finalement sur soi-même, à se pencher sur les choses, et à réfléchir en conséquence de tout ça. Donc voilà pour cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire un peu votre ressenti par rapport à tout ça, me dire si c'est clair, s'il y a des points que vous voulez éventuellement qu'on reprécise. Est-ce que le format autour des textes vous convient ou pas? Voilà, puisqu'on est toujours dans la remise en question, hein, dans la réflexion finalement, eh bien je suis évidemment ouvert à toutes sortes de pistes. Et voilà. Il me reste juste à vous souhaiter une très bonne journée, et à méditer un peu sur toutes ces questions, et à essayer de vous pencher sur des problèmes que vous rencontrez au quotidien, en essayant d'avoir cette prise de recul, cette prise de distance qui montre finalement la liberté que nous avons, la liberté de penser. Et voilà, et si vous arrivez à le faire, eh bien cette vidéo aura servi à quelque chose.